Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à JE. Ce soir, à JE, pendant que les producteurs se préparent à profiter de la manne, nous allons être en production pour 25 000 kg de marijuana. Un cri d'alerte. Policiers, patrons, syndicats craignent les conséquences de la légalisation de la marijuana. Nous, notre but, c'est de rendre un milieu de travail sécuritaire. Le même matin, t'as un petit doute dessus, mais lui, tu l'aimes pas. On va faire passer un test, on va faire passer un test. La réalité est simple. Le pays n'est pas prêt à faire face à la situation le 1er juillet prochain. On n'est pas prêt dans le milieu de l'emploi, on n'est pas prêt dans le milieu de la sécurité routière. C'est irresponsable de mettre ça en place pour le 1er juillet. C'était une des promesses phares de Justin Trudeau, une des promesses qu'il tient mordicus à réaliser alors que d'autres ont été brisées. La légalisation de la marijuana qui se fera contre vents et marées le 1er juillet prochain. Ce soir à JE, les impacts multiples de cette mesure. D'abord, un des aspects dont on parle peu mais qui est très, très sérieux, la santé et la sécurité au travail. Le cannabis à des fins récréatives deviendra légal au Canada le 1er juillet prochain. À 8 mois de l'entrée en vigueur de la loi, il est encore difficile d'en mesurer l'impact sur la contrebande, au travail, sur les jeunes. On n'est pas prêt. On n'est pas prêt dans le milieu de l'emploi, on n'est pas prêt dans le milieu de la sécurité routière, on n'est pas prêt dans les réseaux de distribution pour contrer la contrebande ou le trafic, on n'est pas prêt dans la prévention chez les jeunes. Actuellement, c'est irresponsable de mettre ça en place pour le 1er juillet. Est-ce que les employeurs sont prêts à faire face à la légalisation du pot? À composer avec des employés qui auront fumé un joint à l'heure du midi avant de revenir travailler? Savent-ils quand et dans quelles conditions ils pourront faire des tests de dépistage? Cet important recycleur de métal de l'Est de Montréal a décidé de s'attaquer au problème bien avant que le cannabis devienne légal le 1er juillet prochain. C'est sûr que c'est une préoccupation. Nous, notre but, c'est de rendre un milieu de travail sécuritaire. Nous faisons la tournée des postes de travail jugés critiques avec Geneviève Fafard, directrice des ressources humaines chez AIM Recyclage. Bien, nous, on a essayé d'être proactifs en tant qu'entreprise parce que la santé-sécurité, c'est une priorité dans le secteur d'activité où on est. Ici, c'est tolérance zéro, pas de pot au travail. Les contremaîtres, superviseurs et chefs d'équipe viennent d'être formés pour détecter ceux qui sont sous l'effet du cannabis. Donc, on les a formés justement pour percevoir les signes, que ce soit physique, que ce soit par le comportement. L'entreprise possède maintenant des tests salivaires achetés à 25 $ l'unité. Donc, l'employé doit introduire ça dans sa bouche. Qui permettent de déceler certaines drogues, comme la marijuana. Si le test salivaire est positif, l'employé sera suspendu jusqu'à ce qu'une analyse plus poussée confirme l'intoxication au cannabis. La sanction la plus grave qui est prévue est le congédiement. AIM Recyclage compte 2500 employés, dont 1000 à Montréal et dans les environs. Tous seront informés de cette politique de l'entreprise sur le pot. Ils devront signer un document attestant qu'ils en ont pris connaissance. Malheureusement, la jurisprudence ne sera pas de notre côté pour débuter parce que, il y en aura pas ou peu. Donc, on va devoir y aller essai-erreur au début. Comme plusieurs autres entreprises, AIM Recyclage a fait appel à Alco Prévention pour la rédaction de sa politique interne sur la marijuana. C'est important qu'il y ait une politique tolérance zéro dans leur milieu de travail. Donc, une politique qui est claire, détaillée, un document à part du guide de l'employé, si vous voulez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le frotter 15 à 20 fois la joue gauche. Alco Prévention est aussi un fournisseur de tests salivaires destinés au contrôle des employés. Et ce qui est intéressant avec le test salivaire, c'est qu'on va pas vraiment dans la vie personnelle des gens. Pour le pot, on va dans les dernières 14 heures, alors que les tests urinaires peuvent aller jusqu'à 2 semaines. Alors, ce que l'employé fait le samedi soir, ça le regarde. Le dimanche soir, ça le regarde. Le vendredi soir, ça le regarde. Ce qu'on va aller chercher, c'est que lorsqu'il va se présenter au travail, qu'il soit pas en faculté affaiblie par la drogue. Un danger, c'est définitivement les accidents du travail. Non seulement pour le salarié qui aura consommé, mais également pour les autres salariés. Alors, des risques de blessures. Hélène Léger, avocate spécialisée en droit du travail chez Fasquelle Martineau,
dit que l'enjeu est important pour les employeurs. On le sait que le taux d'absentéisme pour quelqu'un qui est dépendant à ces substances, des substances telles la drogue, augmente de 30 %. Alors, il y a un coût lié à ça pour les employeurs également, une baisse de productivité. Et également, s'il y a des gens qui ont consommé et que l'employeur n'a pas été en mesure de détecter les signes puis que la personne était sous faculté affaiblie, est-ce qu'il pourrait voir sa responsabilité criminelle même engagée? C'est un risque qui existe. Là où ça devient plus complexe, c'est pour les petits employeurs qui n'ont pas de département de ressources humaines et de contentieux pour faire face à cette nouvelle législation. On est le meilleur magasin de jeans au Québec. Et ça, c'est prouvé depuis 40 ans que je suis là, monsieur. Pour Simon Habib Sidane, propriétaire d'une boutique de jeans dans Hochelaga Maisonneuve à Montréal, c'est tolérance zéro pour le pot au travail. J'ai déjà une vendeuse comme ça que j'ai attrapée une fois. À chaque fois qu'elle sortait, elle se mettait dans le coin, elle venait les yeux rouges qui sortaient. Donc, ça marche pas. Alors, avec la légalisation, le 1er juillet, vous voyez ça comment? Elle sera légalisée, si vous voulez, chez eux ou dans la rue, mais pas chez moi. Il faut bien se dire que la gestion de la consommation de cannabis dans les milieux de travail, ça va être un problème. Le constat pour la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, c'est qu'avec la légalisation du pot, rien n'est prévu pour aider les 116 000 PME qu'elle représente au pays. À partir du moment où le produit va devenir légal, il y a un risque qu'il y ait une recrudescence de la consommation. Donc, comment les employeurs vont gérer ça dans les milieux de travail? C'est sûr qu'il y a plusieurs employeurs qui sont inquiets et qui espèrent que le gouvernement va mettre en place des paramètres qui vont être très clairs, qui vont les aider à gérer ces situations-là. La seule affaire qu'on a peur, c'est leur attitude qui change. Yves Ouellette, directeur général de la FTQ Construction, qui représente 78 000 travailleurs de la construction au Québec, craint qu'il y ait des dérapages, que la légalisation du cannabis amène une chasse aux sorcières sur les chantiers. Il met en garde les employeurs. C'est-à-dire que demain matin, t'as un petit doute dessus, mais lui, tu l'aimes pas. Hein? Fait que, on va faire passer un test, on va faire passer un... Mais tu sais très bien qu'il n'a peut-être pas consommé le matin. Hein? Il a peut-être consommé le vendredi soir où il n'était pas à non-emploi, il n'y avait pas d'affaire à toi. Puis ce matin, mais il a toutes ses facultés, sauf que ça reste dans le sang, ça reste dans sa livre, ça reste là. C'est ça qu'on veut pas. C'est ça qu'on dit, regarde, il y a déjà des règlements, il y a déjà des lois, il y a déjà... Tout ça existe déjà, là. Parce que c'est légal, demain matin, ils se mettent tout à fumer sur ta job. C'est pas vrai, là. C'est irréel de penser ça. Tu vas avoir les mêmes droits en tant qu'employeur après le 1er juillet que ceux que tu avais avant le 1er juillet. Ça ne changera pas. Dans un instant à JE, les producteurs de cannabis se préparent à lancer de nouveaux produits pour vous faire consommer du pot. C'est un spray qui va sous la langue qui contient du THC. Et pour une dose, ça peut avoir un effet de marijuana de 3-4 heures. Exactement. L'argument majeur de Justin Trudeau pour légaliser la Marie, vaut mieux que ce soit l'État qui supervise la vente et la qualité du produit, plutôt que le crime organisé qui, on le sait, s'en met plein les poches. Or, même là-dessus, des policiers d'expérience sèment le doute. Si un jeune, maintenant, achète de la marijuana, c'est parce qu'il y a eu contact direct avec un criminel, parce que c'est les seuls qui vendent la marijuana. La légalisation du cannabis a d'abord été un engagement électoral de Justin Trudeau. Nous nous devons de contrôler, de réglementer pour que les jeunes puissent avoir moins accès. Ça deviendra concret le 1er juillet prochain. Un des principaux arguments du premier ministre pour justifier cette décision. On va pouvoir enlever les profits des mains des criminels pour mieux protéger nos communautés et nos citoyens. Un argument qui ne tient pas la route, selon un enquêteur spécialiste du crime organisé, qui a été au cœur d'enquêtes majeures, comme le projet Shark, qui visait les Hells Angels. Pour moi, c'était un produit qui était illicite et dangereux hier. Je vois pas en quoi, parce qu'on le légalise, il va être meilleur demain matin. Compte tenu du rôle sensible qu'il a joué dans des enquêtes sur d'importants réseaux de trafic de stupéfiants, nous faisons en sorte qu'on ne puisse l'identifier. Au départ, on va avoir l'impression que oui, on enlève l'argent du pot au crime organisé. Mais dans les faits, ils vont s'adapter très rapidement. Ils vont diminuer leur coût de production, tandis que les producteurs légaux, eux, vont être pris avec des conventions collectives, salaire minimum, taxes de vente. Le crime organisé, il n'est pas pris avec ces règles-là. Actuellement, le cannabis qui se vend dans la rue est produit dans des conditions douteuses, parfois dangereuses. Santé Canada met les consommateurs en garde. La teneur en THC du pot illégal peut être plus élevée que prévu. Il peut contenir des engrais et pesticides dangereux, de la moisissure et des champignons, lorsque cultivé dans des plantations intérieures insalubres. Tout cela n'a rien à voir avec le cannabis cultivé légalement au Canada pour des fins médicales.
m'appelle Sébastien Saint-Louis, premier directeur général d'Hydropoticaire. Nous produisons 3600 kg de marijuana médicale de qualité par année. Et cet été, nous allons être en production pour 25 000 kg de marijuana. Hydropoticaire existe depuis 4 ans. C'est le premier producteur de cannabis à des fins médicales autorisé au Québec. Hydropoticaire performe déjà mieux que le marché noir au niveau des coûts. On performe mieux au niveau de la qualité. Le morceau qui nous manque, comme c'est là, c'est la distribution. Et je pense que l'adaptation pour l'utilisation adulte va régler ce troisième problème. Donc, le jour où les gens peuvent rentrer dans un magasin au détail, voir le produit, l'acheter de façon responsable et contrôlée, et que c'est un produit de qualité, c'est là qu'on va commencer à tuer le marché noir. Ce qui impressionne avant tout ici, ce sont les mesures de sécurité exceptionnelles prises pour protéger le site. La réglementation est très claire. Tout sur caméra, des senseurs volumétriques, des détecteurs seismiques pour détecter si quelqu'un pourrait creuser. Et un site sécuritaire. Réponse policière de la police municipale de 3 minutes. En plus de faire pousser de la marijuana, Hydropoticaire développe des produits pour commercialiser le cannabis sous différentes formes, comme des pilules avec taux de THC contrôlé. Là, ici, ce qu'on a, c'est un premier extrait de résine de cannabis. Donc là, ici, on parle de proche à 150 000 $ de produits dans ce pot. Cette résine de cannabis sera filtrée, raffinée, diluée pour produire un jet à la menthe au THC appelé Elixir. Une invention d'Hydropoticaire vendue actuellement à des fins médicales qui sera disponible sur le marché dès le 1er juillet. C'est notre produit Elixir numéro 1. Donc, c'est un spray qui va sous la langue qui contient du THC, donc la molécule active dans la marijuana. C'est comme fumer un joint, mais sans la fumée. Tu n'as aucune fumée, tu n'as aucune conséquence pour les gens autour de vous. Ça ne goûte pas la marijuana, en fait, ça goûte la menthe. Et puis, c'est un dosage variable. Donc, on peut choisir combien de THC on veut consommer. Puis ça vaut combien, cette petite bouteille comme ça, là? Donc, une bouteille est à peu près 89 $, mais représente 150 doses. Donc, on parle de... c'est en dessous d'1 $ la dose. Et pour une dose, ça peut avoir un effet de marijuana de 3-4 heures. Exactement. Dès que le cannabis sera légal, Hydropoticaire veut envahir le marché du pot récréatif, un marché qui s'annonce extrêmement lucratif. Là, nos prévisions, nous, c'est d'augmenter. Le marché canadien comme tel va passer de 1 milliard de dollars au côté médical à au-delà de 20 milliards de dollars. Et vous comptez aller en chercher une partie, évidemment. Nous, notre objectif, c'est d'obtenir 10 % de ce marché, donc un chiffre d'affaires de 2 milliards annuel. Dans un instant à JE, l'alcool au volant est déjà un grave problème. Qu'en sera-t-il de la marijuana au volant? Il faut être réaliste. Les autres juridictions à travers le monde qui ont vu la marijuana être légalisée, il y a eu une augmentation des cas d'accidents de la route, des cas de mortalité. Avec les réseaux sociaux, les prédateurs s'invitent chez vous. Mon père, il habite à la Durantaine. Take your clothes off. Comment protéger vos enfants? Pourquoi vous faites ça? J'aimerais ça vous parler un peu. JE, jeudi 19h30. L'autre inconnu quand on pense à la légalisation de la marijuana, la sécurité sur les routes. Et là-dessus, tous les intervenants le disent, le pays n'est pas du tout prêt à faire face à la situation. Pour la sécurité routière, par exemple, on a vu qu'au Colorado et dans l'État de Washington, le nombre de collisions mortelles impliquant un conducteur intoxiqué au cannabis a presque doublé dans les 2 ans qui ont suivi la légalisation. Des chiffres qui préoccupent le président de l'Association des directeurs de police du Canada. Il faut être réaliste. Les autres juridictions à travers le monde qui ont vu la marijuana être légalisée, il y a eu une augmentation des cas d'accidents de la route, des cas de mortalité. Au Québec, le service de recherche en sécurité routière de la Société d'assurance automobile vient de compiler des données troublantes au sujet des conducteurs âgés de 16 à 24 ans qui ont perdu la vie lors d'une collision. Une compilation faite sur 5 ans qui montre qu'un jeune conducteur décédé sur 3 avait du THC dans le sang, soit la substance active du cannabis. On ne peut cependant pas dire si au moment de la collision, ils avaient les facultés affaiblies. Une demande faite au bureau du coroner permet également de constater qu'il est très rare que l'intoxication au cannabis soit clairement identifiée comme étant à l'origine d'une collision. En fait, il n'y a qu'un rapport produit depuis 3 ans qui en fait état. Vous allez faire 9 pas. 1, 2,
3... S'il est assez simple d'accuser un conducteur ivre avec un alcotest, c'est bien différent lorsqu'il a consommé de la drogue. Actuellement, au Canada, les accusations de capacité de conduite affaiblie par la drogue sont portées essentiellement par des policiers experts en reconnaissance de drogue. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas assez nombreux au pays. Au Canada, on a environ 600 experts en reconnaissance de drogue qui fait la preuve qu'une personne a les facultés affaiblies par une drogue. Nous, on croit qu'on doit minimalement tripler, même atteindre près de 2000 experts. Au Québec, il n'y a que 80 policiers experts en reconnaissance de drogue. Le besoin estimé après la légalisation du pot est d'environ 150 de plus. Un objectif impossible à atteindre d'ici le 1er juillet, puisque l'École nationale de police de Nicolet ne pourra en former que 36. Nous pensons que le 36 agents évaluateurs nous permet au Québec d'assurer la sécurité publique sans problématique au cours des prochains mois. Mais naturellement, au cours des prochaines années, le défi sera de continuer à augmenter ce nombre-là. La formation d'un policier expert en reconnaissance de drogue est complexe, nécessite 80 heures de cours théoriques et 40 heures de tests auprès de personnes intoxiquées. Par le passé, les policiers canadiens allaient dans une prison de l'Arizona pour faire des tests sur des détenus drogués qui étaient consentants. Une solution très coûteuse et compliquée. Maintenant, ils vont dans un centre de réadaptation pour personnes dépendantes à la drogue à Montréal qui ne peut accueillir qu'un nombre limité de policiers à la fois. Cela retarde considérablement cette formation. Puis nous, au Québec, on est les seuls à travers toute l'Amérique à avoir une formation hybride particulière qui nous permet de prendre moins de personnes intoxiquées, mais de faire certaines mises en situation avec des comédiens qui, eux, ne sont pas intoxiqués, mais qui reconstituent l'aspect comportemental des personnes intoxiquées, ce qui nous permet donc d'en former plus de cette façon-là. Alors, l'agent évaluateur en formation, il fait une évaluation sur une personne qui n'est pas affaiblie. Cet ancien policier expert en reconnaissance de drogue qui a travaillé 15 ans en Ontario et qui a aussi été formateur, remet en question l'utilisation de comédiens pour former les agents évaluateurs. On ne met pas des mécaniciens pour faire des réparations d'automobiles avec de la pâte à modeler. Là. Ils prennent des vrais automobiles qui ont quelque chose qui ne va pas bien et ils les réparent. Là. Celui qui est maintenant consultant pour des avocats de la défense dans des causes de drogue au volant craint que le besoin pressant de nouveaux agents évaluateurs au pays affecte la qualité de la formation. Quand il y a une pression de former un tel nombre d'agents dans un tel montant de temps, la qualité peut en souffrir. Voici comment les policiers interviennent pour arrêter un conducteur drogué. Le processus est long et compliqué. Ça débute dans la rue avec 3 tests de symptômes faits par le patrouilleur pour constater si le conducteur a les facultés affaiblies. Si oui, et que l'alcool n'est pas en cause, le conducteur se retrouve au poste de police. C'est à ce moment que l'expert en reconnaissance de drogue, appelé aussi agent évaluateur, lui fait passer différentes épreuves qui durent environ 45 minutes. Cela permet d'établir avec une précision reconnue par les tribunaux si le conducteur a dans son organisme certaines drogues, comme le cannabis, la cocaïne, l'ecstasy. Du côté de la Sûreté du Québec, l'objectif est d'avoir un agent évaluateur dans chacun de ces 121 postes de la province. Le 1er juillet, lorsque le pot sera légal, la SQ disposera d'une 50aine d'agents évaluateurs. Dans certaines régions, il peut y avoir un délai qui est jugé raisonnable, mais afin de diminuer davantage ce délai, le fait d'augmenter le nombre d'agents évaluateurs va permettre d'être encore plus efficace. Pour détecter certaines drogues, comme la marijuana, il existe des tests de salive. Mais les policiers canadiens n'ont pas le droit de les utiliser parce que ces tests ne sont pas reconnus par les lois canadiennes. C'est pas permis dans le code criminel. Le sénateur conservateur Claude Carignan est à l'origine du projet de loi fédéral pour légaliser l'utilisation de l'appareil de détection salivaire. L'acceptation de cet appareil-là, l'utilisation de cet appareil-là va aider grandement le travail des policiers qui sont sur la route. Avant de permettre l'utilisation de tels appareils, le ministre fédéral de la Sécurité publique a demandé au corps de police de Toronto, Vancouver, Halifax et Gatineau d'en faire l'essai. Le majeur inconvénient, c'est le temps d'analyse, entre 5 et 8 minutes, ce qui peut être très long. 2 appareils ont été testés. Mais est-ce que cette drogue-là est en quantité suffisante? On ne le sait pas. Est-ce que la consommation est très récente ou moyennement récente? On ne peut pas le savoir. Là. On sait juste qu'il y a présence dans la salive de la substance.
Denis, sur ça, l'aspect de la sécurité routière qui est très, très important, évidemment. On s'en rend compte, là. C'est un plongeon dans l'inconnu le 1er juillet. Oui, et on l'a vu, Paul, pour les policiers, le défi est grand, le défi est de taille pour être prêt pour le 1er juillet. Mais pensons maintenant aux conducteurs, les consommateurs de cannabis. C'est quoi la limite permise? Bien là, on parle de 2 nanogrammes. C'est très abstrait. Combien de bouffées ou combien de joints, on ne le sait pas. Santé Canada, le gouvernement du Canada dit, si vous avez fumé, c'est mieux de ne pas conduire. Mais reste que pour l'alcool, le 0.08, c'est clair pour tout le monde. Donc, il y a une zone grise et il y a une zone d'incertitude ici pour les gens qui prendront la route. Et puis, de manière pratique, là, pour les mesures de contrôle, ce sont des prises de sang. Les hôpitaux, les laboratoires débordent déjà en ce moment. Et là, on va imaginer un peu un samedi soir où les policiers font une opération sur les routes. On arrête plusieurs conducteurs intoxiqués au cannabis. On les amène à l'hôpital pour des prises de sang. Déjà, dans les hôpitaux à l'urgence, c'est congestionné, il y a beaucoup de monde. Bien, est-ce qu'ils sont traités de façon prioritaire? Et la prise de sang doit être faite 2 heures, dans les 2 heures qui suivent l'arrestation du conducteur intoxiqué. Alors, qui va faire la prise de sang? Ce doit être un médecin ou une infirmière, sûrement pas le policier, Paul. Merci, Denis. J'en profite pour vous rappeler que si vous avez des commentaires ou de l'information à nous transmettre, faites-le sans hésiter, soit par courriel à je@commercialtva.ca, par téléphone au 1-888-822-5353 ou en tout temps sur Twitter ou notre page Facebook. Pour revoir cette émission, vous pouvez maintenant en tout temps consulter le site web de TVA Nouvelles. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été là. Mon nom est Paul Larocque, au nom de toute l'équipe de JE. Je vous dis à la semaine prochaine.